L'heure est grave, nous allons vous parler d'un film des années 80 qu'il est grand temps de cancel. Un film qui s'en prend aux gens qui boivent de l'eau. Un film qui s'en prend aux gens qui mangent tard la nuit. Un film qui s'en prend aux gens qui sont nés de grosses cosses de pu comme moi. Un film gremlinsophobe. Un film qui s'appelle Gremlins. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui est un des plus grands et des plus imprévisibles succès des années 80, un film qui a marqué des générations et des générations de cinéphiles, de cinéphages, de spectateurs, un film auquel on est tous très attachés, mais qui est plein de secrets, plein de mystères et qui est souvent très différent du souvenir que nous en gardons enfant, c'est Gremlins de Joe Dante. You gotta keep him out of bright light. Number 2, keep him away from water. It's incredible. Gremlins, ça n'est pas seulement une Madeleine de Proust un peu bizarroïde avec de vilains monstres qui dévorent une petite ville américaine. Gremlins, c'est le produit de 3 grands artistes, de leurs travaux, de Steven Spielberg, de Chris Columbus et de Joe Dante. 3 types assez différents, au parcours qui ont été très importants et qui ont contribué à forger le divertissement grand public, populaire, on va dire familial, de la fin des années 80 et des années 90. Et donc ces 3 artisans, unis sur un même projet, vont aboutir à Gremlins, un film qui est, on va le voir, un faux film de Noël, un film qui est, on va dire, un faux film enfantin, et qui est par contre un vrai film méchant, un vrai film étrange, un vrai film agressif, qui va à ce point-là surprendre, voire choquer une partie du public, qu'il va amener la production de cinéma américaine à se réformer, et le comité de censure américain, le MPAA, a créé une nouvelle catégorie, notamment à cause de ce film, le PG-13, dont on vous parle très souvent quand il est question de blockbuster et de divertissement grand public, parce que de nombreux parents vont dire, en voyant le film, « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait voir à mes enfants, c'est très dur, c'est très violent ». Bref, c'est un film qui est important dans notre mémoire collective, qui est important pour son impact historique sur la production de cinéma, et en plus de ça, c'est un film dans lequel il est très intéressant de se replonger. On va donc essayer de comprendre comment et pourquoi les studios ont fait pour produire ce truc invraisemblable. Tout d'abord, Gremlins est un film qui est produit par une boîte bien particulière. C'est un film produit par Amblin. Et Amblin, c'est une société qui est devenue emblématique de cette époque des années 80-90, qui a forgé, mais littéralement, tout un pan du divertissement américain. Sauf que quand arrive Gremlins, Amblin est à un moment un peu particulier de son existence. Gremlins, c'est tout simplement le 2e long métrage qui est produit par cette boîte, la boîte de Steven Spielberg, et c'est le premier à ne pas être réalisé par Steven Spielberg. En effet, le premier film d'Amblin, ça a été E.T. l'extraterrestre, qui a été un succès planétaire, énorme, démentiel, et qui a même donné son logo à Amblin. Mais donc là, c'est un enjeu un peu spécial, parce que le but de Spielberg, c'est pas uniquement d'avoir une entité pour produire ou coproduire ses propres films, c'est vraiment de devenir, on va dire, un vrai pool créatif, quoi. Et à ce moment charnière de son existence, Amblin va tomber sur un jeune scénariste créatif qui a pas mal d'idées, qui a rédigé un scénario intitulé Gremlins. Ce type, c'est Chris Columbus, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas du tout écrit Gremlins dans le but d'en faire un long métrage. Lui, au contraire, il l'a fait, on va dire, comme un morceau de CV, quoi, pour dire « Regardez ce que j'arrive à faire, regardez ce que je peux générer autour d'un canevas assez classique et de l'idée du film de Noël et comment je peux la détourner et la transformer. » Il n'imagine pas un instant que quelqu'un va vouloir produire ça et encore moins un studio. C'est vraiment fait pour être, on va dire, une démonstration de force, quoi. Et ben non, ça va intéresser Spielberg au premier chef et il y a des raisons très précises pour ça. Steven Spielberg, quelques temps plus tôt, il a essayé de monter un projet qui s'appelait Dark Skies, qu'il devait réaliser, dans lequel, tout simplement, une petite communauté banlieusarde se faisait attaquer par des petits extraterrestres venus du ciel, venus d'ailleurs. Évidemment, il y a des connexions très claires, évidentes avec ce que raconte Gremlins, et comme en plus, le scénario de Chris Columbus est particulièrement bien pensé, bien troussé, plein de mordants. Columbus, c'est celui qui deviendra le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion. C'est vous dire quand même le niveau d'efficacité du type. Spielberg va toutefois provoquer plusieurs changements dans le scénario parce qu'il pense qu'il y a des petites retouches à faire, notamment sur ce qui est le dosage de la cruauté. La première chose déjà, c'est qu'il ne va pas tuer la mère du héros. Normalement, la scène dans la cuisine au cours de laquelle elle affrontait les Gremlins se terminait assez mal pour elle parce qu'elle se faisait tout simplement décapiter avec un gros couteau à pâtisserie. En revanche, il va aussi vouloir changer le rôle de Gizmo. Gizmo, dans la version originale de Chris Columbus, se transformer avec les autres Mogwai pour devenir le chef des vilains Gremlins. Et même si Spielberg va garder la figure de ce chef Gremlins, il va dire non, ça ne peut pas être Gizmo, c'est pas possible. Gizmo doit rester en fait un personnage positif, accompagner le protagoniste jusqu'à devenir finalement lui-même le héros et le personnage principal. Spielberg va retenir un peu les chiens niveau horrifique, même si on le verra, le film va véritablement conserver une tonalité assez noire. On a un scénario, on a un producteur, il nous faut maintenant trouver un réalisateur. Initialement, Spielberg a bien envie de confier le film à Tim Burton, dont il vient de découvrir Frankenweenie, et il se dit que ce type a vraiment un univers, un monde, une patte
qui vont très bien avec le projet Gremlins. Malheureusement, il a encore mis en scène très peu de choses, il se fait virer de chez Disney, enfin voilà, c'est encore un peu compliqué, et Spielberg hésite à lui confier les rênes d'un long métrage. Du coup, il va plutôt regarder du côté d'un autre metteur en scène qui s'appelle Joe Dante, qui vient de réaliser Hurlement, film de loup-garou excellent, brillant, très artisanal, qui a été notamment en concurrence, on va dire, en termes d'effets spéciaux avec le Loup-garou de Londres. L'histoire aura retenu que les effets spéciaux du Loup-garou de Londres ont été plus réussis ou ont un peu mieux traversé le temps. Néanmoins, jetez donc un coup d'œil à Hurlement. Il y a des techniques assez étonnantes à partir d'animatronics, de maquillage, mais aussi notamment on pourrait dire, de prothèses qui vont être gonflées à même les comédiens, qui sont extrêmement surprenantes. Bref, mais Joe Dante, il n'a pas fait que Hurlement. Joe Dante, il a aussi travaillé au tout début de sa carrière pour Roger Corman, qui est le producteur qui a quasiment, on va dire, inventé, cristallisé la formule de la série B. Il y a énormément de réalisateurs, de comédiens, de techniciens qui sont passés par l'école Corman. Pourquoi ? Ron Howard d'ailleurs notamment. Parce que quand vous avez bossé pour Roger Corman, tout simplement, tous les autres producteurs savent que vous êtes quelqu'un qui tient son budget, qui tient ses délais, qui tient ses limites et qui est capable de travailler très vite avec très peu. Donc forcément, sur votre CV, pour un jeune metteur en scène, c'est très qualifiant. Forcément, pour Spielberg qui est en train de se lancer comme producteur, c'est un candidat très intéressant. Et enfin, ce qui a dû peut-être aussi jouer, Joe Dante a réalisé un film qui est pas anodin du tout en 1968, The Movie Orgy, qu'on vous recommande chaleureusement, qui est quasiment, on pourrait dire, un pré-film de Tarantino. C'est un collage invraisemblable d'idées complètement folles sur le cinéma, de citations, de réflexions, de mise en abîme. Jetez-y un coup d'œil, c'est un grand morceau de pellicule. Joe Dante, de son côté, il est pas super chaud pour faire Gremlins. Le projet le passionne pas et il est pas intimement convaincu que le studio lui laisse une très grande liberté pour pouvoir adapter un scénario aussi taré, aussi bizarroïde. Mais à l'époque, il est fauché comme les blés, donc il n'est pas vraiment en position de refuser du travail, a fortiori du travail que lui amène sur un plateau Steven Spielberg qui commence quand même à avoir une aura très importante. Donc il va accepter. Mais alors du coup, comment ça se fait que la Warner va lui donner une telle liberté ? Warner ne travaille pas avec Amblin que sur Gremlins. Warner est aussi en train de travailler avec Steven Spielberg et George Lucas sur le premier Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue. Il fallait bien sûr comprendre Indiana Jones et le Temple maudit et surtout pas les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est une grosse confusion de ma part, je suis désolé, je m'en vais me flétrir les épaules avec des ronces séchées macérées dans du saumur. Et c'est de la saumure, c'est une autre erreur. Or, la Warner, elle veut absolument que ce gros investissement avec Lucas et Spielberg se passe très bien, soit très rémunérateur, enfin voilà, et puis qu'on puisse collaborer avec ces jeunes créateurs qui sont quand même juste les créateurs des Dents de la Mer et de Star Wars, donc a priori des types, t'as bien envie de les sécuriser, qu'ils soient contents d'être là. Et donc du coup, quand Spielberg, via sa société Amblin, a amené sur un plateau Gremlins à Warner, Warner a accepté, surtout pour faire plaisir, à Spielberg. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Joe Dante dans le making-of ou dans le commentaire audio, j'ai un doute, de l'édition DVD de 2002 de Gremlins, et il dit qu'en fait, lui, il a pu faire ce qu'il voulait parce que, en gros, il était juste là pour faire plaisir à Spielberg, et que quand le studio émettait un doute, genre vos petites bêtes, elles mangent des gens là quand même, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, il renvoyait vers Spielberg, qui lui disait hop, toi, tout va bien se passer. Et puis Spielberg avait certainement pas le temps non plus de rentrer dans le détail de ces questions-là, parce qu'il était en train de tourner Indiana Jones, et du coup, Dante va se retrouver avec une relative liberté et pouvoir emballer ce film qui va faire frissonner plus d'un parent américain. Et ce bon Joe Dante, heureusement qu'il a les mains à peu près libres sur le plateau, parce que lui, sur son tournage, il a pas mal de défis à relever, et ces défis sont d'abord d'ordre technique. En effet, il a un film avec beaucoup de créatures, beaucoup de bébêtes, beaucoup d'effets spéciaux. On est, quand il tourne en 1983, c'est-à-dire bien loin à des années d'avoir du numérique et du CGI et de pouvoir créer tout ce qu'on veut. Donc, il va devoir multiplier les techniques pour pouvoir représenter toutes ces bébêtes qui en plus ont des interactions complexes avec le décor, avec les personnages humains et entre elles. Donc on va avoir recours à peu près tout ce que le cinéma peut nous offrir. Que ce soit des ombres portées, que ce soit des marionnettes, que ce soit des animatroniques animés, que ce soit des poupées classiques, quoi, vraiment. Il y a beaucoup de techniques différentes. Il y a même un peu de stop motion. Tout ça, on le doit à un artisan qui est exceptionnel en la matière, c'est Chris Wallace, qui va vraiment utiliser de toutes les techniques possibles pour préserver la suspension d'incrédulité du spectateur, mais aussi, tout simplement, aboutir à un film qui a une vraie patte artistique et qui est véritablement maîtrisé d'un point de vue visuel. Et ça, c'est un résultat qui est indiscutable. Le film a aujourd'hui près de 40 ans, et malgré ça, qu'est-ce qui tient bien ? Qu'est-ce que ça marche ? Mais aussi parce que, et on va le redire après, notre ami Joe Dante a un soin de la mise en scène extrêmement travaillé, et il y a vraiment une quantité de séquences qui sont pensées d'abord et avant tout par le biais de la mise en scène, et qui font que les effets spéciaux, finalement, quand bien même ils sont réussis et extrêmement aboutis pour l'époque, arrive de manière un peu secondaire. Et à mon sens, il y a une scène qui cristallise absolument tout ça, une scène qui, à la fois, nous permet de comprendre le génie technique des gens qui ont fait ce film, leur malice, leur sens de la démerde, et la multiplicité des talents qui réunit. Ça n'est pas la séquence du cinéma, qui pourtant est géniale, non, c'est la séquence dans le bar, qui est juste avant d'ailleurs.
c'est une scène qui est un peu particulière parce qu'elle ose un truc spécial, c'est qu'elle n'a quasiment aucun impact narratif, elle ne nous raconte pas grand-chose, c'est un pur moment de délire où on va voir comment agissent les Gremlins. Et, comme on y reviendra un peu plus tard, c'est aussi une scène qui nous renseigne sur le sens du film. C'est une pure scène d'hallucination où le spectateur, pendant quasiment 2-3 minutes, va regarder les Gremlins faire des conneries. Pas autre chose. Et ben, dans cette séquence, on a des marionnettes, on en a en fond qui bougent à peine, on en a qui sont très détaillées, on en a à l'expression du visage super impressionnante, on en a qui n'existent que par les jeux de lumière. Joe Dante et Chris Wallace collaborent avec une intelligence folle pour faire à la fois de la pure mise en scène et à la fois des effets spéciaux d'une finesse et d'une pertinence avec les moyens qui sont mis à leur disposition qui est très impressionnante. Et vous regardez encore aujourd'hui cette séquence, elle n'a pas pris une ride, alors que c'est vraiment un pur condensé d'illusions. Et il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est toujours de la triche, ça n'est jamais capturer le réel, c'est le faire croire au spectateur, et ça, c'est une leçon de maître, c'est 2-3 minutes de pure créativité et de pure démence. Et maintenant, on arrive à un point essentiel quand on parle de Gremlins. Pourquoi 40 ans après sa sortie, Gremlins est encore dans toutes les mémoires? C'est pas seulement parce que les bébêtes sont sympas, c'est pas seulement parce qu'elles sont bien foutues, c'est pas seulement parce que la musique de Jerry Goldsmith est géniale. Non, à mon avis, c'est parce que c'est un film qui nous fait vraiment peur et qui nous raconte quelque chose sur nous qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais qu'on entend si rarement que forcément ça nous marque. C'est un film qui est d'une cruauté infinie. Pas d'une violence infinie, d'une cruauté infinie. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de débordement sanguinolent toutes les 15 secondes, il n'y a pas de séquence gore, je veux dire, on n'évite pas les personnages qui se font tuer comme des poires à lavement. Néanmoins, quand vous regardez le film, il y a beaucoup de moments où on est assez retors et assez impitoyable avec les protagonistes. Quand on parle du sort qui est fait au prof de chimie, qui va être la première victime humaine des Gremlins, tout simplement, c'est une scène qui est très rigoureuse dans sa mise en scène, qui joue énormément sur le hors-champ, sur ce qu'on va deviner, sur la lumière aussi et sur les ombres, et dont l'issue est vraiment dark. Ce qui veut dire que pour un enfant, c'est une séquence de tension, là où il a l'habitude avec des films pour la jeunesse, les séquences de tension, elles se terminent toujours sur un truc libératoire et où on dit au gamin genre tout va bien petit. Là on lui dit genre eh non, ça va mal, on va manger les gens. Donc forcément, c'est une scène qui a un certain impact parce qu'elle joue énormément avec les codes que les jeunes spectateurs sont habitués à trouver. Mais il y a bien pire encore. Regardez la très longue séquence, le moment où la mère du héros découvre que les Mogwai sont devenus des Gremlins et qui sont pas foncièrement coolos. On va d'abord avoir un moment qui est assez peu ragoûtant, en hommage au profanateur de sépulture, où elle découvre que les espèces de grosses cosses, les espèces de gros machins là qui font des bulles tout dégueu, les cocons dans lesquels se sont mis les Mogwai, ont percé, qu'ils ressemblent à des gros boutons de pu et qu'a priori ce qui en est sorti ne va pas être sympa. Et là on va avoir une séquence qui est à la fois un hommage au film noir en général, à Hitchcock en particulier, où on joue sur les cadres dans le cadre, les images dans les images, les ombres, parce qu'on a énormément d'ombres de Gremlins, et qui explose complètement dans un truc qui est entre du slasher et entre Psychose, où la mère va les attaquer au couteau. C'est à la fois un truc qui te libère un peu comme spectateur parce qu'elle gagne, mais en même temps c'est assez crado, super vénère. Ça se termine quand même à découper des personnages au couteau et en faire exploser au micro-ondes. Ah, le micro-ondes. C'est vraiment une séquence où, que tu sois ou non un jeune spectateur, ça te laisse sur les rotules. Toute cette scène, c'est une scène qui nous dit quel est le but de Joe Dante. C'est subvertir l'image du film de Noël. Ça n'est évidemment pas pour rien si le sommet, l'apex de cette séquence où maman massacre des Gremlins se déroule dans la cuisine, où on a déjà vu un peu plus tôt dans le métrage qu'elle était en train de fabriquer des petits gâteaux, des petits sablés, des petits machins, et tous les ustensiles qui lui servent et qui auraient dû lui servir à nous faire passer un joli Noël tous ensemble, vont lui servir à transformer des petites bêtes en pâté de couenne. Pensez également à la meilleure amie et future petite amie de notre héros qui dévoile comment est mort son père. Son père, il est mort, il a pourri sur pied dans la cheminée parce qu'il a voulu se faire passer pour le Père Noël, il est resté coincé. Yeah! Et il y a beaucoup d'éléments comme ça dans le film. Et c'est quelque chose qui est pensé de A à Z. Comment subvertir le film de Noël, en faire un film dépressif, retors, méchant, qui nous dit cette célébration, elle est fausse, c'est un vernis, et ce qu'il y a sous ce vernis, c'est purulent et abominable. Comment est-ce qu'il fait pour faire ça, Joe Dante? Eh bien, lui et Spielberg, ils vont aller chercher un décor qui n'est pas anodin. C'est ce qu'on va appeler un fond de décor, chez Warner, que possède le studio et qui est utilisé globalement, en gros, pour faire en permanence de la petite ville américaine bien sous tout rapport, toute tranquille. D'ailleurs, pour vous dire quel fond de décor c'est précisément celui que va utiliser quelques années plus tard Robert Zemeckis pour faire Retour vers le futur. Et c'est pas anodin, parce que Joe Dante veut que ça ressemble à la petite ville américaine typique, réconfortante, chaleureuse,
que les Américains et les Occidentaux en général ont vu des dizaines et des centaines d'heures depuis leur enfance. Parce que, effectivement, dans les faits, c'est un décor que nous avons vu, notamment dans les films de Capra. Regardez les films de Capra, c'est génial. Capra, c'est un cinéaste qui est connu et réputé pour son humanisme et son optimisme. En gros, pour vous le dire en 2 mots. Et donc, c'est évidemment pour ça que Joe Dante veut reprendre ce type de décor. C'est évidemment pour ça que les personnages dans Gremlins, le film qu'il regarde en noir et blanc à la télé, c'est du Capra, parce qu'il veut, en fait, de manière très vicieuse, nous dire inconsciemment, nous anesthésier, nous dire « Vous êtes dans cette petite bourgade américaine où tout va bien se passer. On est dans un film de Noël. » En fait, non, on est dans l'anti-film de Noël, et de chaque élément ici sourd une angoisse terrible. Sorry. Who's in that jar? Why is it making that noise? Ce décor devrait être chaleureux, mais il est miné de l'intérieur. Regardez comme les personnages parlent de la Russie, parlent de leurs angoisses, parlent de la compétition économique et industrielle avec le Japon, et parlent toujours de ces éléments comme d'une défaite. C'est un film qui est un film de la gueule de bois. On a beau être au milieu des années 80, on n'est pas en train de célébrer les années fric, la réussite, le bling-bling, on n'est pas dans un film fluorescent, on est dans un film qui nous dit « ça va mal, c'est en train de tomber, on est dans une spirale et ça ira de pire en pire ». Il y a quelque chose qui est marquant à ce niveau-là, c'est que la peur dans Gremlins, en fait, elle ne vient pas en premier lieu de ces monstres qui essayent de nous bouffer et de nous découper en petits morceaux, quand bien même ils ne sont pas toujours excessivement rassurants, non. C'est une angoisse qui est intimement liée au matériel et à la manière dont le matériel existe dans nos sociétés occidentales, et a fortiori dans la société américaine. Regardez les Gremlins, qu'est-ce que c'est profondément, sinon des êtres qui deviennent monstrueux à cause de leurs appétits? Ce sont des petites bêtes qui se transforment en gros monstres impitoyables parce qu'ils mangent et boivent trop ou parce qu'on veut trop leur donner à manger et trop les nourrir. Encore une fois, l'appétit matériel dans Gremlins est la source du monstrueux. Or, sur Terre, qui est plus en proie à ces appétits matériels que l'humanité? C'est là où en fait on comprend que les Gremlins, c'est pas des monstres. Les Gremlins, c'est nous, c'est notre inconscient. C'est ce vers quoi on tend dans la société des années 80, qui est quand même toujours la nôtre, on est dans un prolongement de cette époque. Donc évidemment, regarder Gremlins provoque une espèce d'angoisse inconfortable et rigolarde très particulière. C'est un film qui est situé, on va dire, dans la période de l'année qui est la célébration ultime de ce qu'est la société occidentale, qui est à la fois consumériste, qui se voudrait spirituelle, qui est accompagnée, on va dire, d'une mythologie et de codes esthétiques très forts, très puissants, qu'on connaît tous, qu'on les aime ou pas, et qui va résolument tous les subvertir pour nous dire non, vous êtes une société d'affamés, vous êtes une société qui est sur le point d'exploser et vos faims, vos appétits vont vous transformer en monstres. Ça, c'est extrêmement troublant, c'est inattendu. Puis alors, j'ai envie de vous dire, dans un film qui se passe à Noël, fait par un grand studio, à destination des ch'tites d'enfants et des jeunes, c'est assez rare. En définitive, Gremlins, c'est non seulement un film qui est très bien réalisé, c'est non seulement un accomplissement technique, mais c'est aussi une œuvre à la tonalité singulière, noire, ténébreuse, extrêmement critique vis-à-vis de nous-mêmes, et c'est sans doute ça, bien plus que sa violence effective, qui a poussé la MPAA à créer le statut PG-13 afin d'éviter que nos chères têtes blondes ne voient des œuvres trop bizarroïdes et perturbantes. Et c'est aussi sans doute ce qui fait que Warner a eu beaucoup de mal à traiter cette franchise. Rappelez-vous, Gremlins 2, c'est un film qui a été, quand il est sorti, plutôt éreinté par la critique, qui mine de rien n'est pas si populaire auprès du public, même s'il a ses fans, et j'en fais partie, je vais vous parler bientôt du film, c'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument le revoir. Ensuite, le studio a eu bien du mal à traiter cette franchise. On n'a jamais eu de Gremlins 3. On sait qu'il y a eu des projets de remake, reboot, séquelles, auxquels est notamment associé Chris Columbus, le scénariste original. Mais enfin bon, il en parle une fois tous les 6 mois pour dire que le projet existe encore, mais il a quand même l'air d'être absolument le seul à y croire. Il y a dans les tuyaux un projet de série animée qui doit arriver sur HBO Max, mais on peut pas dire non plus qu'on ait des tonnes de nouvelles. Sans doute parce que Gremlins, avant d'être un truc sympa et bizarroïde, c'est surtout un truc méchant, sombre et bizarroïde, une œuvre poil à gratter qui gratte tellement qu'elle nous arrache la peau. Voilà, cette vidéo consacrée à Gremlins, c'est terminé. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir ou de revoir le film. Nous, on espère aussi que vous allez vous abonner, liker, laisser des commentaires, nous dire tout le bien ou le mal que vous pensez de cette vidéo. On vous embrasse très fort, on embrasse vos mamans et on va s'assurer qu'elles mangent après minuit.